بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble cours traitement de signal. On va commencer par la classification des signaux. Classification des signaux. Comme toujours, on commence par une introduction. On peut classer les signaux soit à des signaux et modèles générateurs. On peut avoir des signaux déterministes périodiques ou bien des signaux périodiques ou non périodiques. Et on va définir aussi les descripteurs. Toujours, nous avons que le signal physique, il est à énergie bornée et amplitude bornée. Pour la partie causalité, on dit toujours qu'un signal il est causal s'il est égal à 0 pour la partie négative. Donc là, le temps négatif n'existe pas. Donc notre signal doit être défini de 0 jusqu'à plus l'infini. On passe maintenant à la classification. La classification, on va voir les caractéristiques énergétiques, la représentation spectrale, les caractéristiques morphologiques. Est-ce que nous avons un signal continu ou bien un signal discret? Si on va voir la représentation temporelle, elle est décomposée en deux parties. Nous avons soit des signaux de domaine temporel qui peut être déterministe ou bien aléatoire. Pour la partie déterministe, elle est divisée en deux, soit des signaux périodiques ou bien des signaux non périodiques. Pour la partie non périodique, on peut avoir des signaux transitoires. Pour la partie périodique, nous avons sinusoïdaux, c'est-à-dire un signal sinusoïdal, ou bien des signaux périodiques complexes. Si nous avons un signal périodique, un autre signal au niveau d'une fréquence porteur, on peut avoir, si nous avons D2 supérieur à D1, on peut caractériser notre signal par une modulation en amplitude. Il est sensible aux parasites. Ça existe d'autres méthodes de modulation. On peut avoir aussi la modulation en fréquence, ce qu'on appelle le FM. Si on va discuter maintenant pour l'ergodicité. Pour l'ergodicité, c'est tout simplement que la moyenne statique égale en moyenne temporelle. On va voir aussi ensemble la partie estimation, tout ce qu'on appelle la prédiction dans la partie aléatoire. Maintenant, si on va faire le passage de domaine temporel, domaine fréquentiel, pour les signaux continus périodiques, on doit utiliser la série de Fourier. Pour les signaux continus non périodiques, on passe par la transformée de Fourier. Pour les signaux discrets non périodiques, on va utiliser la transformée de Fourier pour les signaux discrets. Et pour les signaux discrets périodiques, on utilise la transformée de Fourier discrète. On peut définir tout simplement une série de Fourier ou la transformée de Fourier. C'est la relation entre le signal cosinus, sinus et la phase. On va commencer par la série de Fourier. Nous avons toujours tous les signaux périodiques peuvent se décomposer ensemble de signaux sinusoïdaux. Donc, on peut mettre notre signal x de t, la forme A0 sur 2, plus une somme qui varie de 1 jusqu'à l'infini, de AN cosinus n oméga 0t, plus BN sinus n oméga 0t. Sachant que notre signal x de t, il est périodique de période grand T0. Pour la représentation des signaux périodiques, on va commencer par le signal très bas. Donc, si nous avons x de t sous la forme de A sinus oméga 0t plus phi, on peut avoir
décomposer ce signal, la forme, en utilisant des relations trigonométriques, on peut mettre x de t, la forme, c'est a cosinus phi, sinus oméga 0t, plus a sinus phi, cosinus oméga 0t. On peut déduire que A0 égale à 0 pour la décomposition en série de Fourier, les coefficients A0 et AN et BN. On peut avoir A0 égale à 0, A1 égale à A sinus phi, B1 c'est A cosinus phi. Pour calculer AN, on va utiliser la formule suivante. Donc, c'est 2 sur T0, n intégrale qui varie de 0 à T0, de x de t multiplié par cosinus n oméga 0t, dt, ou bien, on peut la mettre, la forme c'est 2 sur T0, n intégrale qui varie de moins T0 sur 2 jusqu'à plus T0 sur 2, x de t multiplié par cosinus n oméga 0 dt. Nous avons aussi notre formule pour la décomposition en série de Fourier, ce qu'on appelle la transformation de Fourier complexe ou bien la formulation complexe. C'est-à-dire, on peut mettre notre signal x de t, mais la forme, une somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini, de x de n exponentielle gn oméga 0t. Pour x de n égale à 1 sur t0, n intégrale qui varie de 0 à t, de x de t multiplié par exponentielle moins g oméga 0 nt. Ou bien c'est 1 sur t0, n intégrale qui varie de moins t0 sur 2 jusqu'à plus t0 sur 2 de x de t exponentielle moins gn oméga 0t dt. On peut mettre notre signal x de t en fonction des coefficients AN, BN, la forme complexe. Donc, x de n égale, c'est AN moins GBN sur 2. Vous trouvez d'autres notations dans d'autres cours et livres. Au lieu de x de n, vous mettez les coefficients complexes Cn, d'accord? Toujours, nous avons qu'un signal pair contient que des signaux pairs. Bien sûr, nous avons quelques remarques. Tout ce qui est lisse, c'est la bande fréquentielle, la bande passante de notre signal, la bande passante, la bande. Tout ce qui est lisse, c'est la partie basse fréquence. Les coins sont les hautes fréquences. C'est ce qui fait le signal carré, bien sûr. Nous avons, la série de Fourier s'applique seulement sur les suites convergentes. Pour les spectres de Ré, la transformée de Fourier, nous avons que la somme pour le discret. On va utiliser pour calculer la transformée de Fourier une somme pour si nous avons un signal discret, un intégral si nous avons un signal continu, bien sûr. Maintenant, on va voir les propriétés structurelles. On va commencer par la symétrie. Nous avons que la transformée de Fourier d'un signal réel, c'est une fonction hermitienne. C'est-à-dire, quel que soit t, x de t appartient à r, quel que soit f appartient à r, le nombre réel, c'est-à-dire nous avons grand x de f, c'est la partie conjuguée de moins f. Donc, grand x de f est égal à x étoile de moins f. La partie réelle et son module sont donc pairs, tandis que la partie imaginaire et les arguments est impair. Nous avons quelques propriétés, c'est-à-dire quel que soit t, nous avons x de t égale à x de moins t, donc automatiquement, quelle que soit la fréquence, nous avons grand x de f est égal à grand x de moins f. Quel que soit t, nous avons x de t, donc pour le signal, le premier c'est un signal pair, deuxième c'est impair. Quel que soit t, nous avons x de t qui est égal à moins x de moins t. Automatiquement, quelle que soit la fréquence, grand x de f égale à moins x de 1f. Donc, premier cas, nous avons un signal pair. Deuxième, c'est un signal. Premier cas,
c'est le signal pair. Deuxièmement, si notre signal il est impair. Si nous avons y de t égale à x de moins t, on obtient que y de f égale à grand X de moins f. Si nous avons y de t est égal à x de t moins t0, donc on obtient que y de f, c'est grand X de f multiplié par exponentielle moins 2 pi f t0. Troisièmement, nous avons quel que soit t, y de t égale à x de t multiplié par exponentielle plus g de pi f0t. Donc, on obtient que y de f égale à grand X de f moins f0. C'est quel que soit t, y de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de v, x de t moins v dv. On obtient sa transformée de Fourier. Y de f, c'est grand h de f multiplié par grand X de f. C'est-à-dire le produit de convolution domaine temporel, ça devient un produit simple domaine fréquentiel. Et l'inverse, le produit simple domaine temporel, ça devient un produit de convolution dans le domaine fréquentiel. Donc, dernière partie, quel que soit le temps, si nous avons y de t, c'est m de t multiplié par x de t, donc on aura y de f, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de grand m de v par grand X de f moins v dv. Maintenant, on passe à la partie système linéaire continu. Toujours pour n'importe quel système, son entrée, on appelle l'entrée, c'est une commande, la sortie, c'est une réponse, et l'entrée commande peut être accompagnée par des perturbations. Si nous avons un système monovariable, donc on aura y de t, c'est en fonction de x de t. Donc, si nous avons notre système S1, a pour entrée x1 la sortie y1. Si nous avons x1 plus x2 comme entrée, on aura y1 plus y2 comme sortie. Donc, si nous avons pour le premier système l'entrée x1, la sortie y1. Deuxième système, c'est l'entrée x2, la sortie y2. Donc, on va faire la somme des deux, la somme de l'entrée, première entrée plus deuxième entrée. On aura comme sortie la sortie numéro 1 plus la sortie numéro 2. Une autre propriété, c'est que quel que soit x1 et x2, quel que soit lambda 1 et lambda 2, nous avons la fonction de transfert du système lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 en fonction du temps bien sûr est égal lambda 1 c'est une constante, on peut la sortir. La formule, donc égale à lambda 1, y1, x1, t, plus lambda 2, y2, x2 de t. On va voir aussi pour les systèmes quelques propriétés. On va commencer par l'homogénéité, c'est-à-dire nous avons une entrée x de t a pour sortie y de t. Si on va multiplier l'entrée par une constante lambda x de t, on aura lambda y de t. Et toujours, nous avons aussi la propriété d'additivité et le principe de superposition. Donc, si nous avons x de t est égal à 1 sigma de t moins t1 plus a2 sigma de t moins t2, donc on obtient que y de t est égal à 1. Notre système en fonction de sigma t moins t1 et fonction du t plus a2, système de sigma de t moins t2 et t. Si nous avons un système qui est invariant en translation temporelle, invariant dans le temps, si nous avons x de t moins t0, à la sortie, on aura y de t moins t0. Donc, il ne change pas avec le temps. Si nous avons une constante kt2, t1, à la fin, on aura l'application d'une entrée sigma de t moins t1 est égale t moins t0, t moins t1. À la fin, on aura le cas en fonction de t moins t1 et 0. Donc, un système linéaire intemporel est parfaitement caractérisé par sa réponse impulsionnelle. Donc, on aura h de t, c'est k de t avec 0. La réponse toujours d'un système à une excitation quelconque est alors c'est le produit de convolution. Pour la formule du produit de convolution, nous avons x de taux convolué avec h de t moins taux
c'est tout simplement h de t moins taux multiplié par x de taux. Ou bien, on peut calculer l'intégrale qui varie de moins l'infini à plus l'infini de h de t moins taux, x de taux des taux. Donc, toujours si nous avons x de t convolué avec h de t égale x de taux multiplié par h de t moins taux, qui est égal à h de t moins taux multiplié par x de taux, d'accord? Quelles sont les propriétés du produit de convolution? Si nous avons x1 de t convolué avec x2 de t, on peut avoir x2 de t égale convolué avec x1. Donc, là, on dit خاصية التبديل. هنا خاصية التجميع والتوزيع. Si nous avons x1 de t convolué avec x2 de t, le tout convolué avec x3, on peut calculer ces x1 de t convolué avec le résultat du produit de convolution de x2 avec x3. Si nous avons x1 de t convolué avec x2 plus x3, qui est égal à x1 de t multiplié par x2 de t plus x1 de t multiplié par x3 de t convolué. Là, d'accord, c'est faux. On va mettre ici au lieu de multiplication normale, produit de convolution. Donc, x1 de t convolué avec x2 plus x3, c'est x1 convolué avec x2 plus x1 convolué avec x3. Il faut faire attention. x1 de t convolué avec Dirac de t, c'est x1 de t. Donc, Dirac, c'est l'élément neutre du produit de convolution. On termine avec la partie gain statique. Si nous avons x de t égale à x0, donc on aura la sortie y de t, c'est x de 0, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de v de v. Toujours, nous avons que l'intégrale de la réponse impulsionnelle qui constitue le facteur de proportionnalité entre des excitations et des réponses constantes est appelée gain statique du système. D'accord? On va s'arrêter ici et on termine la partie dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci beaucoup et à la prochaine.